Le podcast du Centre national du livre aime les écrivains, qui débarquent dans les grands entretiens pour faire entendre leur voix unique. Au programme Chemin de traverse, écriture qui bouleverse. Écoutons les pensées, sages, énervées, extatiques, et laissons-nous bousculer pour ne plus revenir à l'identique. Emmanuelle Oudard, illustratrice inclassable, navigue d'une rive à l'autre. Bonne fée, sorcière, elle promène ses yeux perçants sur les choses et sur le monde qu'elle recrée à sa manière dans ses albums nombreux. Comme par exemple Saltimbanque, L'argent, Ma mère, paru aux éditions Thierry Magnier, Mortel, publié aux éditions Les Fourmis Rouges, pour lequel elle reçoit une bourse de création du CNL. L'univers fantasmagorique d'Emmanuelle Oudard se déploie dans ses dessins dédiés à la jeunesse, avec une promesse, celle de découvrir des mondes imaginaires, où si tout est permis, un monde meilleur est aussi souhaité. Emmanuelle Oudard s'enfarre dans son livre, c'est parti. Bonjour Emmanuelle Oudard. Pourquoi décide-t-on d'écrire, de dessiner pour la jeunesse, bien qu'on grandisse inexorablement ? Et oui, c'est vrai, c'est très étrange. Et moi, je me sens quand même en paradoxe avec ça. Parce que moi, j'ai fait les Beaux-Arts et j'étais plutôt partie pour être artiste, exposer, être dans une sorte de liberté de pratique. Mais j'ai senti que j'allais être solitaire, que ça allait être peut-être un peu vain, je sais pas. Donc j'ai choisi en fait de m'infiltrer dans le milieu jeunesse. Mais je me sens toujours infiltrée en fait. Je me sens toujours. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que je le suis, qui pensent que c'est pas tout à fait pour les enfants, c'est pas assez destiné. Voilà, je défends un peu cette position de faire des livres selon mon cœur pour la jeunesse et parfois qui sont pas que pour la jeunesse. Et voilà, j'en reçois aussi les bienfaits et les côtés plus difficiles, c'est-à-dire que mes livres se vendent pas comme des petits pains du coup et ils sont pas tellement grand public. Elle a commencé quand, cette infiltration jeunesse ? Moi, j'étais encore aux Beaux-Arts à Genève, à l'École supérieure d'art visuel. Et puis, je sais pas, j'avais envie de partir de la Suisse, que je trouvais tellement difficile à vivre pour les artistes. J'avais envie de quitter plein de choses. Et puis, je me suis dit, je prends mes dessins sous le bras et je vais à Paris rencontrer les éditeurs jeunesse. Et à ce moment-là, on rencontrait les éditeurs. Il n'y avait pas d'ordi, il n'y avait pas de... Voilà, bref. Enfin, il y avait, mais je veux dire, c'était très balbutiant et tout. C'était en 96. Oui. Moi, j'ai dû venir en 95, un peu avant. Et puis, je suis venue, j'ai pris plein de rendez-vous. Je suis venue complètement effrayée, comme une petite chérie suisse. Et c'était génial. J'ai rencontré plein d'éditeurs, j'ai rencontré plein de personnalités. J'étais à Paris avec mon petit carton à dessin. J'ai beaucoup de nostalgie quand je repense à ce moment parce que j'ai été assez bien accueillie en fait avec pas mal d'étonnement au fond de la part des éditeurs qui beaucoup m'ont dit oh là là non c'est beaucoup trop brutal, c'est pas pour la jeunesse. Voilà, et je me souviens toujours de Brigitte Morel qui m'a reçue avec beaucoup de concentration. D'ailleurs, c'est une femme qui regarde les choses lentement, profondément et avec tout son être, en quelque sorte. Et elle avait regardé ça, mais très longtemps, pendant 1 heure. Elle avait regardé toutes mes images et surtout elle a regardé des images que j'avais apportées comme ça, genre de dessins de téléphone, dessins de trucs que tu fais voilà. Presque machinalement. Oui, voilà. Et elle m'avait dit, c'est bien ça, c'est très très bien. Elle m'avait rien dit d'autre, mais elle avait tellement une présence comme ça d'écoute et de regard que elle avait beaucoup compté à ce moment-là. Et en fait, la première fois que je suis allée montrer mes choses, chez Nathan, il y a un mec, un éditeur qui m'a dit « Ah mais c'est très bien ça, on va faire un livre avec vous, on vous commande un truc. » Donc ça a marché. Vos dessins reflètent une ambiance fantasmagorique comme s'il s'agissait d'un état de conscience modifié. Que cherchez-vous à créer ? Moi, j'aime créer une réalité parallèle, en fait. J'aime
J'aime que les choses soient étonnantes. J'aime que les gens qui vont voir mes images se disent « Ah ouais, elle a mis ça là. Ah oui, ça vient d'un autre monde. Ah oui, ça c'est, j'en sais rien, un moteur de moto qui a été mis en vêtements. Enfin, j'en sais rien, je dis ça. » Par exemple, dans une de mes images pour Mortel, je devais dessiner la mort. Et la mort, elle a déjà été dessinée 1000 fois, la faux, le squelette. Et donc j'essaye en fait d'intégrer tout ce à quoi on pense quand on va dessiner la mort par exemple. Je fais pas tellement de recherche visuelle, mais j'essaye de me dire ouais voilà l'imagerie habituelle des gens, les premières idées qui nous viennent. Et je jette toujours toutes les premières idées pendant longtemps, pendant 2 jours, je jette toutes les premières idées. Je dessine pas, je les jette dans ma tête. Et puis au bout d'un moment je me dis ah voilà je trouve une autre idée et je trouve une idée. Alors, elle a sûrement déjà été faite, mais qui me semble plus à moi, plus personnelle, plus étrange. Par exemple, la mort, elle a un visage qui est à moitié celui d'un écorché, à moitié celui d'un squelette. Comme si... parce que je suis beaucoup en empathie avec mes personnages, donc je me dis ah oui, la mort en fait c'était quelqu'un et puis elle est à moitié morte, l'autre moitié n'est pas tout à fait morte. Enfin, la mort c'est aussi quand on te dépaisse, quand t'as que la peau qui reste, que la peau à vif. Enfin bref, je m'invente tellement de choses qu'au bout d'un moment en effet, je pars dans un monde qui m'est inconnu aussi à moi. Parce que bien sûr que je me répète 1000 et 1000 fois. D'ailleurs, c'est comment dire, une critique qu'on fait beaucoup aux artistes, beaucoup aux illustrateurs, aux illustratrices, je trouve, et comme si on était infini, quoi. Mais c'est très difficile de pas se répéter, je trouve. Vous avez collaboré plusieurs fois avec l'autrice Marie Desplechin. Pouvez-vous nous parler de cette collaboration ? Ouais, on a fait 2 albums ensemble. Alors, Marie, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un déjà, c'est quelqu'un d'extrêmement enthousiaste. C'est-à-dire qu'elle est toujours enthousiaste, elle a toujours envie, elle trouve toujours génial, alors que quelqu'un va dire « Ah ouais, c'est sympa », elle trouve génial. Voilà. Donc, elle a beaucoup d'enthousiasme. Moi, j'avais lu tous ses livres, j'adorais ce qu'elle faisait. Et puis, je l'ai rencontrée sur un salon. Et puis on est revenu, comme ça peut arriver parfois, à côté en train. Et on a discuté de nos vies, voilà, on s'est bien entendu, voilà. Puis après j'étais à la fin d'un de mes livres, j'en commençais un nouveau et je me suis dit ah mais j'ai envie de faire des images, mais j'aimerais bien que quelqu'un écrive dessus. Et donc ces images c'était pour le livre Saltimbanque, c'était des images d'êtres difformes, de freaks, quoi. Genre la femme à barbe, des personnes qui ont 4 jambes, je sais plus ce qu'il y avait un colosse, un nain, enfin toutes sortes de personnages dont les différences vont plus loin encore qu'une différence de peau. J'avais vraiment envie de traiter de la différence, mais un peu à l'excès, à l'extrême. Et du coup, j'ai envoyé ce projet à Marie, qui a dit oui, je le fais, j'adore et tout. Et donc je lui ai envoyé plusieurs personnages, plusieurs dessins, quoi, plusieurs images à la fois. Mais j'ai pas tout fait, puis après je l'ai envoyé. Je faisais 3 personnages, je lui envoyais. Elle commençait l'histoire. Enfin, c'était complètement fou de voir comment un écrivain travaille d'une façon mais magique, quoi. Parce qu'en plus, à la fin, je lui ai envoyé une des dernières images et elle a rassemblé tous les personnages dans les mains de ce dernier personnage, qui était celui qui racontait l'histoire. Enfin, je trouve, les écrivains, je sais pas, ils sont dans un monde comme ça d'anticipation. Ils voyagent entre leurs personnages. Et enfin, c'était génial de travailler avec elle. Aussi, c'était très honorant, quoi, de travailler avec Marie. Vous avez aussi écrit certains de vos albums. Assez régulièrement, genre tous les 3-4 ans, j'écris une histoire, mais je suis jamais très convaincue J'ai toujours un peu une réticence comme ça. Je pourrais défendre contre vents et marées mes dessins,
en disant oui, j'ai fait ça, ah mais c'est un peu comme ci, c'est un peu comme ça, mais je m'en tape. Mais mes textes, je les défends. Si quelqu'un, il pourrait s'écrouler très vite. Si quelqu'un me disait oui, mais c'est quand même pas terrible ce que t'as écrit, je dirais oui, je sais. Voilà, je suis pas très convaincue de ce que j'écris. Voilà. Mais j'avais discuté avec Jean-Claude Mourleva qui était à côté de moi, qui est un auteur. Ouais. Et il a commencé à lire, je crois, Mortel, un livre dont j'ai écrit les textes. Et il riait, et j'ai dit oui, bon, bah, je sais, toi, t'es écrivain, moi, je bricole. Il a dit non, c'est très bien ce que t'as écrit. Ouah, j'étais hyper. Mais ça m'a pas convaincue. Donc, plus ça va, plus je pense que je vais pas forcément continuer d'écrire des livres. Alors là, je fais un livre pour les tout petits, avec des toutes petites phrases. Ça, oui, je l'assume facilement. Faut-il qu'il y ait une morale dans la littérature jeunesse et dans l'illustration pour la jeunesse également? Ouais, mais c'est quoi une morale alors? C'est quoi une morale? Est-ce que ça doit... Moi, j'ai ma morale. Moi, j'ai été élevée en Suisse avec une morale d'honnêteté, de gentillesse. Donc moi, j'ai vraiment été élevée comme ça. Puis, et en Suisse, les gens sont très civiques, ils ont une réputation, mais c'est vrai qu'ils sont assez honnêtes et qu'ils ont cette gentillesse. Et après, je suis venue à Paris, ils ont cette gentillesse, et du coup, ils ont aussi un côté un peu, pas la Suisse entière, mais enfin, ils peuvent avoir un côté un peu ennuyeux, comme ça, un peu... Quand je suis arrivée en France, je me suis dit, ici, les choses, tu les fais bien, tu les fais un peu moyen, ça va aussi, tu entourloupes par ici, tu contournes par là, la loi par-ci, la loi par-là, les manifs, tout ça. J'ai adoré, je me suis dit, voilà, mon esprit, c'est ça. Moi, je me sens beaucoup plus, à ce moment-là, je me suis dit, je me sens beaucoup plus française que suisse. Après, j'ai compris que tout ça était mêlé de beaucoup, beaucoup de colère. Et aujourd'hui, cette colère me pèse, en fait. Moi, je préfère qu'il y en ait une. Je préfère qu'on dise pas c'est super de tricher, mentir, voler, t'inquiète. Oui. Je préfère qu'on dise pas... Mais ça dépend où on place cette morale. J'aime pas le truc qui est trop moral. Et puis j'aime pas qu'on fasse chier avec le genre. Je veux dire qu'on dise non, les petites filles elles doivent être comme ça, les petits gars. Voilà. Mais par contre... j'ai pas envie que ça soit amoral, quoi. Ouais. C'est sûr, j'ai pas envie. Ouais. Puis j'aime pas non plus, moi, personnellement, aller voir des films amoraux. Enfin, j'aime pas. Ça me met mal à l'aise, ça me fragilise. Le monstrueux, ça représente quoi pour vous? Le monstrueux, je l'ai beaucoup exploré, oui. Parce que je trouve que c'est un... Moi, j'aime beaucoup les endroits où tu fais ce que tu veux. Où tu dessines ce que tu veux, puisque personne... Je sais pas, des mondes imaginaires. Des mondes imaginaires ou des monstres qui sont des personnages imaginaires. Tout ce qui est imaginaire où on te laisse en paix parce que tu fais ce que tu veux, puisque tu as cette liberté, ça me touche et ça me plaît. Je suis pas attachée à des thèmes en fait. Plutôt attachée à un truc, à une chose de fond comme ça, ou aux choses que je vais rencontrer dans ma vie et qui font que je vais avoir envie de travailler là-dessus. Ou à faire également des choses différentes dans mon travail. Par exemple, je cherchais juste après, j'ai fait Grandir sur les textes de Laetitia Bourget. Après, j'ai fait Mortel avec mes propres textes. Et puis, c'est des grands personnages, c'est des livres de liste, un peu des livres de liste. Et je me suis dit, il faut que tu fasses autre chose, là, il faut que tu bouges. Donc là, par exemple, je fais des aventures d'une petite fille. Je retourne dans un truc classique, en quelque sorte, forme classique, comme ça. Mais en fait, c'est beaucoup moins classique pour moi dans mon travail. Parce que j'ai beaucoup fait de livres de listes. C'est quoi être artiste? Pour moi, être artiste, c'est quelqu'un qui cherche. C'est quelqu'un qui se dit... C'est quelqu'un qui s'en fout des lauriers qu'il a récoltés sur le truc qu'il vient de faire. Oui, il vient de faire un truc magnifique. Ah, c'est super, c'est magnifique. Mais oui, c'est génial, mais demain, il faut que tu bosses, faut que tu bouges, faut que tu inventes, faut que ça... C'est le mouvement, être artiste, quoi. C'est... Et bon, moi, j'ai besoin de dessiner, j'ai besoin d'avoir tout le temps des projets, d'avoir même des projets fictifs. Là, par exemple, je suis en plein divorce, donc je me dis, je vais faire un truc sur le divorce. Alors, probablement que je le ferai jamais, ce truc sur le divorce. Je récolte des choses. Par exemple, je trouve génial, par rapport au divorce, les termes.
la partie adverse, par exemple. Je sais plus, il y a les conclusions. Il y a plein de termes comme ça qui n'existent pas tant que t'as pas divorcé. Tu n'as jamais utilisé ces mots et tout d'un coup tu les utilises tout le temps. Oui, la partie adverse, oui, les conclusions. Oui, enfin, t'es pas des tas de termes. Mais bref, je ferai jamais ce livre sur le divorce. Mais pour moi, être artiste, c'est même ça. C'est remuer tout le temps des idées, être tout le temps un peu aux aguets de ce qui te traverse, de qu'est-ce que tu vas en faire. Est-ce que tu vas en faire quelque chose aussi parce que moi, je fais ça de l'adversité de la vie. Je fais des choses. Je fabrique des trucs. Je fais des livres, je fais des histoires, je fais des dessins avec les choses difficiles à vivre. Sinon, je vois pas du tout comment j'aurais pu les traverser. Mais comme j'en ai fait des choses, alors elles sont plus légères. Pensez-vous que l'imagination peut créer le réel ? Je suis très attachée au réel et très attachée à l'imaginaire. Et je sépare très précisément ces deux choses. Pourquoi ? Parce que j'ai des enfants. Par exemple, et je veux que mes enfants, ils sachent que, par exemple, j'en sais rien, il faut gagner sa vie pour vivre, il faut être gentil avec son voisin, mais il faut aussi tout le temps déconner et rigoler. Et j'essaie, en tout cas, j'espère que c'est ça que je leur ai appris, quoi. À rire, à s'inventer des tas. Ils savent très bien que je m'invente des tas d'histoires, que je parle aux objets, je fais ça, moi, dans mon quotidien. Mais ils savent que s'ils me disent mon Dieu, il vient de m'arriver ça, je serai là dans la réalité, je vais pas leur dire je sais pas quoi, un truc imaginaire. Et en même temps, si on parle philosophiquement, je vis une grande partie de ma journée dans l'imaginaire. Donc c'est ma réalité. Je vis même une partie de ma journée quand je dessine, mais même quand je dessine pas. Si je vais faire mes cours, je me dis ah ouais, mais là le vêtement de Pilourcine il pourrait être de cette couleur. Je continue de tout le temps, même au réveil, j'ai beaucoup d'idées qui me viennent, par exemple. D'ailleurs, ça me fatigue, quoi. Au réveil, j'aimerais juste me réveiller tranquillement, mais mon cerveau se met tout de suite en mode imaginaire. Il dit ah oui, alors tu pourrais faire ça, et puis là. Vous notez ? Donc des fois, oui, je vais même noter des fois au milieu de la nuit, quand je me réveille et que j'ai ce cerveau-là qui se réveille, je vais vite noter. Et souvent, c'est des bonnes idées, en fait. Et, ou même des idées qui viennent pour résoudre des trucs dans ma vie. Voilà. Mais je tiens énormément à cette frontière. Alors, je tiens à cette frontière, mais je tiens énormément à avoir un pourcentage plus important d'imaginaire que de réel dans ma vie. Emmanuelle Houdard, c'est parti pour la lecture. Sylvia, où l'on voit la mère de la mariée, combative et honnête, s'arranger pour faire très bien avec très peu, ce qui n'est pas la pire façon d'organiser une noce. J'avais déjà des problèmes avec Edward, qui se trouve apparemment trop important pour venir au mariage de Virginie. Et maintenant, c'est Bonnie qui s'y met. Elle veut absolument payer la noce et elle ne comprend pas que je résiste. Elle prend mon refus pour une insulte. D'un côté, j'en ai un qui pense que son pouvoir consiste à ne pas donner un sou. De l'autre, j'en ai une qui croit que son pouvoir consiste à nous imposer ses sous. Ils ont beau se détester, ils se ressemblent. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'aime Edward. Personne ne l'aime. En revanche, j'ai beaucoup de tendresse pour Bonnie, qui a par ailleurs une quantité d'amis. Une chose nous sépare. Là où elle est persuadée d'avoir raison, je suis convaincue qu'elle se trompe. Bonnie vénère l'argent. Elle a conclu un pacte avec lui. Elle estime que c'est un pacte respectable parce qu'elle le vole. Elle prétend qu'il lui apporte la liberté de décider de sa vie et de faire le bien autour d'elle. Comme s'il suffisait de le voler pour le blanchir. C'est pourtant le même, celui que brasse Edward et celui que détourne Bonnie. Il vient des ressources de la planète et du travail des hommes. S'il se retrouve en si grande quantité dans les poches de quelques-uns, c'est qu'il a été enlevé à tous les autres. Le remède, Bonnie chérie, n'est pas de le chipper pour le redistribuer, c'est tout l'équilibre qu'il faut revoir. Bonnie joue à Robin des Bois, mais elle joue perdant. Elle n'a aucune chance de l'emporter. Est-ce que vous pourriez décrire le personnage de Sylvia ? Alors le personnage de Sylvia, en fait, c'est celui qui se retrouve sur la couve de mon livre L'Argent, de notre livre avec Marie L'Argent. Et en fait, c'est un autoportrait sur ce personnage de Sylvia que j'adore. Je voulais qu'il y ait mon visage.
Alors déjà, il y a une chose qui est marrante dans cette image, c'est que je regardais un magazine une fois et il y avait une pub avec une très belle robe. Il n'y avait qu'une robe, très belle robe, toute magnifique, genre très classe, comme ça, Dior ou je sais pas quoi. Et plus, je sais plus pourquoi elle était cette pub, hein, enfin c'était pas une pub, c'était oui, c'était une pub, mais contre un truc, je sais plus ce que c'était. Bref, il y avait une cause, voilà. Mmh. Et la robe devenait de plus en plus sale. Donc j'ai volé vraiment cette idée à cette pub. Et je me suis dit, mais oui, c'est quelqu'un, Sylvia, qui se débrouille toute seule, mais elle vient d'une grande famille, donc elle a une très belle robe. Mais sa robe se salit et se délabre de plus en plus, enfin vers le bas comme ça. Donc c'est une très belle robe, mais très très beau vêtement, mais déchu quoi, sale, déchiré, voilà. Et puis c'est une image d'une femme qui genre se débrouille toute seule quoi. Elle a tout, mais elle a absolument tout ce qu'il lui faut sur elle. Elle a une énorme côte de bœuf, ce qui bien sûr voilà, est un petit peu pas très consensuel en ces temps-ci. Elle a des petits poissons, elle a des ailes, elle a des trucs très symboliques comme ça. Elle a une boussole, des herbes pour se soigner si jamais. Elle a un petit carnet qui s'appelle Survivre, numéro 46, ce qui implique le fait qu'elle a 45 autres petits carnets appelés Survivre. Et voilà, et elle a des armes, voilà, des armes de chasse. Et elle a bien entendu sa théière pour boire son thé. Donc en fait, il y a plein de choses dans cette... Et puis elle a une petite pièce d'argent, petite pièce d'or, voilà, parce que ça s'appelle l'argent. Donc je voulais quand même qu'il y ait une petite pièce d'or qui rappelle ce sujet. Voilà. Et par ailleurs, pour ce livre qui s'appelait L'argent, j'ai reçu une bourse du CNL. Et c'est marrant parce que je trouvais ça drôle d'avoir une bourse, d'avoir de l'argent pour faire un livre qui s'appelait L'argent, quoi. Et voilà, ça m'a beaucoup soutenue pour faire ce livre. Et voilà, cette image, c'est un peu moi, sans être du tout complètement moi, mais c'est une grande... J'aime beaucoup cette idée que cette femme se débrouille toute seule, avec tout ce qu'il lui faut sur elle-même, sur elle. Mais elle n'a même pas, je sais pas, un chariot ou un animal qui porterait des choses, tout est sur elle, quoi. Et voilà, elle marche dans la vie comme ça, avec tout ce qu'il lui faut. Emmanuelle Oudard a reçu de nombreux prix, dont le prix Bologna Ragazzi en 2005 pour Monstre malade et en 2012 pour Saltimbanque. Elle a également reçu le Grand Prix Jeunesse de la Société des gens de lettres en 2006 pour Les Voyages merveilleux de Lilou la Fée. Elle est récompensée en 2016 par le Grand Prix de l'illustration pour l'album Ma mère.